Bonjour, Général Wilson. Étudiants, professeurs, personnel, amis et collègues. Notre orateur d'aujourd'hui est Greg Glassman. Le coach Glassman est le créateur innovant du programme de fitness CrossFit qui gagne rapidement du terrain et se répand comme une traînée de poudre au niveau local dans les communautés militaires et policières. Entraîneur et professeur de gymnastique pendant des années, M. Glassman a développé le CrossFit à Santa Cruz, en Californie, pour ses gymnastes. Il est devenu populaire auprès d'autres types d'athlètes et même de personnes ordinaires qui reconnaissent la capacité du CrossFit à améliorer la condition physique métabolique en y consacrant un minimum de temps. La spécialité du CrossFit est de ne pas se spécialiser. Il s'agit d'un mélange unique d'haltérophilie, d'aérobic et de gymnastique. Le coach Glassman a habilement utilisé l'Internet et les technologies de l'information pour développer un site web d'entreprise où les entraînements quotidiens sont disponibles gratuitement sur crossfit.com pour tous ceux qui souhaitent participer à ce programme de remise en forme. L'entraîneur Glassman a récemment lancé une campagne à but non lucratif pour collecter des fonds afin d'acheter et de fournir de l'équipement CrossFit aux militaires. Cet effort, connu sous le nom d'Opération Phoenix, a déjà permis de récolter plus de Merci, Tony. C'est un honneur extraordinaire d'être ici et de vous donner une sorte de mesure objective. Une sorte de mesure objective de cela. La dernière fois que j'ai eu un lien, c'était à la mort de mon grand-père. Et je donne des conférences comme celle-ci 2 ou 3 fois par semaine. J'en fais donc beaucoup, mais c'est un moment très très spécial. Il n'y a pas de public plus important pour moi et mon programme, pour mon équipe, pour ma famille, que celui qui se trouve ici. Je vous remercie donc du fond du cœur pour votre service. J'ai reçu un message intéressant qui se termine par une chute dont j'espère que personne ne s'offusquera, mais c'est une occasion remarquable de pouvoir discuter de certaines questions sous-jacentes concernant la condition physique et l'armée. Permettez-moi de commencer par dire que je n'ai pas d'expérience militaire. Je ne connais rien au combat. Je ne sais rien du combat. Je dirais même, pour les besoins de l'argumentation, que je ne sais rien de ces exigences physiques en dehors de ce que m'ont dit des vétérans du combat, mais c'est vrai aussi du football, du rugby, du jiu-jitsu. Je ne sais pas grand-chose de ces disciplines, mais j'en sais un peu plus sur les performances humaines. Pour moi, tout commence par ce que j'appelle la croyance en la forme physique. Et tout simplement, ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il y a une capacité physique qui se prête généralement bien à n'importe quel effort. De manière optimale? Non, généralement bien. Et cela s'est transformé presque immédiatement, et c'était en partie dû à mon immersion. Au Gold's Gym de Venise, avec des policiers, des pompiers et des flics et des pompiers. C'est que ces personnes étaient largement confrontées à des défis physiques inconnus et inconnaissables. L'une des choses qui délimite les défis physiologiques importants d'un sport est ce qui est connu. Je sais quand est le jour du match. Je connais assez bien l'adversaire. J'ai peut-être étudié des bandes vidéo. Je sais combien il y en a. Je sais d'où elles viennent. Je sais ce que pèse le joueur. Je connais son palmarès. Je saurai probablement quand l'événement commence et quand il s'arrête. Il y aura peu de surprises. La chose est physiologiquement marquée en grande partie par ce qui est connu. Ce n'est pas le cas, à mon avis, des défis potentiels auxquels le soldat, le participant au combat, est confronté. Nous partons donc de l'idée qu'il existe une capacité physique qui se prête généralement bien à toute activité, à l'inconnu et à l'inconnaissable. À partir de là, nous avons essayé d'examiner cette question de manière systématique et approfondie. La prochaine chose à faire, et c'est en quelque sorte un processus naturel, est de définir la condition physique. Je dis que la condition physique existe, qu'il y a une capacité physique générale qui se prête généralement bien à toutes les activités, qui pourrait potentiellement vous préparer, vous protéger le mieux possible de l'inconnu et de l'inconnaissable. Appelons cela la condition physique. Il nous faut maintenant la définir.
Là, je me suis dit que cela ne devrait pas être trop difficile. Ce que je vais faire, c'est m'adresser à l'autorité compétente. Je vais m'adresser à la National Strength and Conditioning Association, Association nationale de la force et de la condition physique. J'irai dans les universités, je consulterai les textes, je consulterai la littérature et je trouverai certainement une bonne définition de la condition physique auprès de mes estimés collègues. Et nous devrions être sur la bonne voie. Je ne l'ai pas trouvé. Ah, je ne l'ai pas trouvé. Je ne dis pas que je n'ai pas trouvé de définition de la condition physique, mais c'était des définitions de Webster. Vous savez, rendre capable d'une activité physique, ce genre de choses, ce n'était pas très éclairant. Et cela ne suggérait pas ce que nous devrions faire, ce qu'il fallait faire, ni pourquoi il fallait le faire. Nous avons donc pris nos propres dispositions. Il s'agissait d'un effort audacieux. Et nous avons fermé les écoutilles, nous sommes rentrés à l'intérieur et nous avons commencé à examiner ce qu'était la forme physique. Nous l'avons définie pour nous-mêmes et cela n'a pas été facile. Je comprends pourquoi aucun de mes collègues, aucun de mes pairs n'a été capable de le faire. Ce que nous avons fait, c'est que nous sommes parvenus à une définition de la condition physique plutôt maladroite, mais néanmoins significative d'un point de vue opérationnel. Je voudrais vous en faire part rapidement, mais nous voulions commencer par des modèles opérationnels. J'étais convaincu que si l'on voulait vous préparer, vous protéger le mieux possible contre l'inconnu et l'inconnaissable, nous devrions être en mesure de mettre une poignée de défis dans une trémie. Et je ne me soucie pas de ce qu'ils sont. Je ne vais pas dire à l'avance, voici ce que nous pensons. Alignez les gens, tournez la manivelle, sortez un événement. Ce que nous disons, c'est que celui ou celle qui, statistiquement, réussit le mieux à relever ces défis physiques aléatoires est le plus en forme. C'est facile, non? Maintenant, ce que cela nous apporte, c'est un peu intéressant d'un point de vue opérationnel, à quel point c'est efficace. Ce que je veux faire à partir de là, c'est que tous ceux qui sont assis ici en ce moment ont probablement une idée de ce qu'ils n'aimeraient pas voir sortir de la trémie. Si vous étiez confronté à cela, n'est-ce pas? Levez la main, vous êtes en train de penser que oui. Moi, c'est très courant. Vous pouvez voir des gens. Nous avons placé des gens dans cet environnement et nous avons fait cela. Nous avons fabriqué une trémie, nous l'avons tournée et nous l'avons tirée. On peut voir les gens s'approcher et s'agiter un peu et mon Dieu, ne les laissez pas faire. Vous savez, ils sont bien plus préoccupés par le fait que quelque chose qu'ils ne savent pas faire se présente que par le fait que l'on choisisse leur chose préférée. D'accord. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a plus de possibilités, à mon avis, d'améliorer votre condition physique, d'augmenter la probabilité que vous surviviez au combat et que vous remplissiez votre mission et de poursuivre à fond cette chose que vous ne voulez pas voir sortir de la trémie, que vous ne trouverez davantage à poursuivre plus avant la chose pour laquelle vous vous sentez le plus apte. N'est-ce pas intéressant? Et ce que nous faisons généralement, c'est que nous allons dans la salle de sport, nous allons dans notre environnement d'entraînement et nous restons autour de nos points forts. C'est notre argument, c'est notre espoir. Nous vous recommandons de vous concentrer sur vos faiblesses. Mais si vous voulez vous protéger de l'inconnu et de l'inconnaissable, quand la merde, excusez-moi, mon décorum fait défaut, je suis un coach. Lorsque les choses se gâtent, c'est l'imprévu qui cause le problème. J'assiste à un symposium de soldats sur la condition physique fonctionnelle et quelqu'un explique que l'artilleur doit être fort et que le fantassin doit être capable de faire de longues distances. Et j'ai dit oui, mais attendez une minute. Lorsque la situation se dégrade, ce qui va se passer, c'est que l'artilleur a dû couvrir rapidement beaucoup de terrain où sa force n'apportait aucun avantage. Et le fantassin est celui qui peut aller, vous savez, nos triathlètes vont avoir des difficultés dans des efforts de plus haute intensité et de plus courte durée. On ne peut pas s'entraîner pour les deux de manière optimale. C'est impossible. Donc si vous me dites, mec, voilà ce que je vais devoir faire. Je vais devoir faire une centaine de kilomètres. Je vais dire, OK, voilà ce pourquoi on va devoir s'entraîner. Mais si vous vous dites, attendez une minute, je pourrais aussi avoir à franchir la porte d'entrée à pleine force en portant 120 kilos par an. Je me dis, oh. Alors nous avons un vrai problème avec ce conflit d'objectifs d'entraînement. Et donc ce que nous voulons faire pour optimiser l'inconnu et l'inconnaissable, c'est fondamentalement une position compromise. J'espère que c'est bien compris. Deuxième modèle, 2 physiologistes de l'exercice qui sont également entraîneurs d'élite en athlétisme. C'est une combinaison très inhabituelle de trouver quelqu'un d'universitaire qui contribue également à la performance athlétique. Cela n'arrive pas très souvent, mais il s'agit des gars de Dynamax, Jim Colley et Bruce Evans. Ils ont défini 10 aptitudes physiques générales. Fondamentalement, il s'agissait d'une liste des adaptations physiologiques potentielles à un programme d'exercice. C'est assez facile. Il s'agit de l'endurance cardio-respiratoire. Je vais juste vous les présenter. Ce n'est pas important. Vous pouvez les extraire du site, mais je vais simplement vous donner une idée.
endurance cardio-respiratoire, endurance, force, souplesse, puissance, vitesse, coordination, précision, agilité et équilibre. Et ces types ont dit que ces choses, et c'était intéressant. J'avais vu une liste de 2 composantes de la condition physique, 3, 5, 7. J'aimais bien ça. Et puis il y en avait 10. Plus c'est mieux, non? J'ai aimé le fait que les définitions étaient assez bien délimitées et semblaient avoir du sens. Et j'ai apprécié que ces personnes aient un pied dans le monde universitaire et l'autre sur la piste. Et nous obtenons des résultats. Nous avons donc examiné cette liste et il est intéressant de constater la rapidité avec laquelle elle nous est parvenue et la surprise qu'elle a représentée pour Collet et Evans. Mais nous avons examiné la liste et nous avons dit cette personne est en forme si elle est équilibrée dans ses 10 capacités générales. Et que votre faille dans votre armure, votre chute viendra en trouvant laquelle de ces capacités la coordination est mon problème, la puissance est mon problème, la vitesse est mon problème. Quel que soit votre déficit par rapport à la population générale, par rapport à votre cohorte, c'est là que vous trouverez votre problème. Et encore une fois, nous aimerions que vous restiez concentrés sur ce point. Est-ce que cela a du sens? Nous sommes donc en présence d'un équilibre de l'adaptation physiologique. Un compromis et un équilibre dans l'adaptation physiologique, et je veux que le potentiel soit aussi bien réparti que possible dans chacun de ces 10 domaines. Cela ressemble beaucoup au modèle Hopper, dans lequel j'examine les compétences et les exercices, les schémas de mouvement spécifiques. Aujourd'hui, je m'intéresse à l'adaptation physiologique, mais avec la même idée de tirer sur cette chose et d'obtenir la plus grande adaptation possible de l'équilibre. Nous avons un 3e modèle. Il y a maintenant 4, mais il y avait 3 voies métaboliques reconnues qui alimentaient toute l'activité humaine. Et quoi que vous fassiez en ce moment, vous êtes engagé dans l'une d'entre elles. D'ailleurs, ce que vous faites en ce moment même, c'est de l'aérobic. Désolé, mais c'en est une. Est-ce durable? Pourriez-vous le faire pendant longtemps? J'espère que vous pouvez supporter l'heure, mais oui, si tout ce que vous pouvez faire pendant 1 heure est de l'aérobic. C'est un fait. Durable. Bon, il y a une autre voie. C'est la voie de la phosphocréatine. Très haute intensité, très courte durée. Elle commence à 0 secondes et disparaît en grande partie au bout de 10 secondes. Il y a une autre voie, celle du lactate ou de la glycolyse. Cette voie est utilisée pour les activités d'intensité modérée, de puissance modérée et de durée modérée. 2 minutes ou moins. Nous sommes dit que si ce sont les moteurs moléculaires qui alimentent toutes les performances humaines, nous devrions faire travailler ces 3 voies de manière égale. Et dans la mesure où vous êtes déficient dans l'un ou l'autre, si vous êtes ici en train de penser, mon Dieu, que la pire chose qui puisse m'arriver serait de devoir courir 10 miles, alors je vous dirais que c'est ce qu'il vous faut. Si vous vous dites, je ne veux jamais faire de compétition de deadlift avec qui que ce soit, je vais vous dire que c'est là que vous devez être. J'ai besoin d'une force maximale plus élevée à une seule reprise. Et tout cela est basé sur un domaine temporel, vous comprenez? Sur le long terme, ça va prendre quelques heures. Le soulevé de terre va prendre quelques secondes. Nous nous intéressons aux moteurs moléculaires qui alimentent ces choses, d'accord? Et nous avons pensé qu'il fallait être bien équilibré. Une chose amusante s'est produite il y a 1 an. Ce mois-ci, je crois que c'était... Non, il y a 2 ans ce mois-ci. 2 hommes de Cal, une poignée d'hommes de Cal ont trouvé une 4e voie. Ils ont trouvé un 4e substrat qui prenait le lactate et le convertissait en ATP. C'était un moteur très riche. Une découverte spectaculaire. L'essentiel était que le lactate, que nous avions longtemps considéré comme le sous-produit toxique de l'effort, est un carburant essentiel qui n'est pas une toxine, mais qui crée de l'énergie. Que pensez-vous de cela? C'est drôle, lorsque cette information est sortie, j'ai reçu des appels téléphoniques et des courriels de gens qui me disaient « Hey coach, les gars de Cal ont découvert dans une éprouvette que votre programme fonctionne. » Vous êtes censé rire. Je n'avais pas besoin de preuves in vitro de ce que nous voyons. Et je pense que ce sera encore plus drôle quand j'aurai fini et que vous verrez où tout cela nous mène. Nous jouons donc avec ces 3 modèles et nous lançons le site web en 2001 et nous commençons simplement à mettre en ligne des séances d'entraînement. Pas de promotion, pas de publicité, pas de marketing. Je ne réponds même plus aux appels téléphoniques des journalistes. Si je suis ici aujourd'hui, je vais être franc avec vous. C'est en grande partie grâce aux résultats de ce programme. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire en cours de route. Nous avions suffisamment d'expérience, nous avons probablement fait plus d'expériences et d'études sur l'exercice à haute intensité que n'importe quelle organisation sur Terre, y compris n'importe quelle université. Il y a environ 1 an et demi, voire 2 ans, une tendance s'est dégagée de nos efforts. Nous l'avons vu dans les données, nous l'avons vu dans notre analyse, et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui.